Merci de vous retrouver à suivre dans cette première demi-heure d'information sur notre antenne. La ville, la cité des Komanda, dans les territoires du Roumou. Nous sommes là dans la province de l'Ituri, vit sous les chocs d'une attaque sanglante attribuée aux rebelles d'IF qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Les détails à suivre dès le début de ces journaux, à suivre également notre grand reportage axé sur la transformation des passerelles de Pascal Lebitabé. Nous sommes là plus précisément dans la commune de Njili et Sina à des marchés pirates. Et puis Kinshasa, plusieurs routes sont en cours de bétonnage un peu partout, notamment dans plusieurs quartiers de la ville, à la grande satisfaction de la population. Voilà pour nos titres. Nous sommes aujourd'hui le lundi 28 juillet 2025. On est depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et merci une fois de plus d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Je vous l'ai dit au sommaire de cette édition. En Ituri, la population de la cité de Komanda s'est réveillée hier sous le choc. Une attaque sanglante attribuée aux rebelles ougandais. ADF a fait plusieurs morts, notamment dans des maisons également des commerces qui ont été incendiés. L'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri est montée au créneau pour condamner ces assassinats crapuleux. Aussi, cette structure plaide pour le renforcement des opérations militaires dans cette partie nationale. Reportage. Consternation et tristesse se lisent sur le visage des habitants du centre commercial de Komanda. C'est dimanche matin. Incursion de présumés rebelles ougandais, ADF MTM. Cette attaque a coûté la vie à 43 personnes et fait une dizaine de blessés. Parmi les victimes figurent de jeunes gens surpris en pleine veillée de prière. Selon des sources locales, face à ce carnage, Michel Meta, président de l'Union des associations culturelles pour le développement en Ituri, plaide pour une intensification des opérations afin d'éloigner l'ennemi de la région. C'est avec beaucoup de regrets et beaucoup de compassion que nous prenons parole devant votre micro. Nous venons d'assister à un massacre de grande échelle dans les territoires du Roumou. Nous osons croire que c'est le moment que le gouvernement puisse renforcer le mécanisme pour la protection de la population. On doit poursuivre tous ces criminels jusqu'à leur dernier retranchement et on doit les arrêter. Et si même pas, on doit les neutraliser et on doit donner cette paix à la population. Et nous pensons que l'autorité d'État doit être aussi rétablie dans la zone de ce que je viens de préciter, et pas seulement pour le territoire d'Irum, en même temps pour le territoire de Djougou et même l'ensemble du territoire d'Irum, pour que la population puisse se vaquer librement de ses activités et entreprendre les activités commerciales comme elle le fait dans les temps passés. Notons que le centre de négoce de Komanda avait connu plusieurs mois d'accalmie grâce à la stabilisation de la zone par les forces armées. Cela avait permis les retours sur place de plusieurs centaines de déplacés. Et puis je rajoute à cela que les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion publique qu'un massacre de grande ampleur a été perpétré dans la nuit du 26 au 27 juillet 2025 à la cité des Komanda, agglomération du territoire du Roumou dans la province de l'Ituri par les terroristes ADF, MTM, ISCAP en pleine veillée des prières dans les églises locales. Une quarantaine de civils ont été pris et fauchés à la machette et plusieurs autres grièvement blessés, pourchassés en profondeur et également traqués en permanence par les forces armées de la République démocratique du Congo et l'IPDF dans les territoires d'Irumu et Mambasa. Ces terroristes ont choisi de se venger sur des paisibles des populations sans défense, sans vue de répandre la terreur et de détourner également l'opération conjointe de ces objectifs. Face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, présentent leurs condoléances aux familles éprouvées et rassurent la population de cette partie du territoire national de leur détermination de traquer sans relâche ces hors la loi jusque dans leur dernier retranchement. Elles appellent également la population à redoubler de vigilance et à dénoncer toute présence suspecte auprès des forces de défense et de sécurité. Elles invitent enfin la population, la solidarité en ces moments
critique et également difficile. Information communiquée par le lieutenant Chikoudi Ngongo Gilles, porte-parole du secteur opérationnel de l'Ituri. Restons toujours dans cette partie du territoire national où l'auditorat militaire a procédé également à l'arrestation des présumés complices des miliciens de la Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lubanga. Reportage. C'est dans la salle de la cour militaire opérationnelle de l'Ituri que ses collaborateurs ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Ils sont accusés de collaborer avec la milice CRP de Thomas Lubanga, alliée au M23. Il faut dire à tous ceux-là qui pensent que la communauté est dans leur poche, à l'issue de cette dénonciation, ça montre clairement que la communauté n'est pas avec les destructeurs de la province de l'Ituri. Les jeunes l'ont dit, ont dénoncé, ont démontré, les armes, les munitions ont été récupérées ici dans la ville de Gouné. Pourquoi? Pour vouloir détruire cette province. Allez dire à Thomas Lubanga, la communauté n'est pas avec lui et la communauté ne sera jamais avec lui pour détruire la province. Nous sommes mis à l'ordre de bataille utile pour dénicher, démasquer tous les destructeurs de la province de l'Ituri. Partout où vous êtes commerçant, vous êtes motard. Mais si vous êtes dans ces complots, on va vous démasquer l'un après l'autre. L'armée congolaise en Ituri affirme que d'autres arrestations pourront suivre. Ainsi, la communauté iturienne est invitée à faire échec à ses plans de déstabilisation. C'est tout un lot de munitions, de jeunes, de commerçants. Un commerçant arrêté, mais lui-même a dit aussi que non, il voulait collaborer avec les forces armées. Voilà les actes patriotiques. Voilà le valeur républicaine que l'Ituri a besoin. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, les commandants des opérations, lieutenant-général Luboya, nous lançons encore un message à la jeunesse, à la population, de se désolidariser des destructeurs de la province de l'Ituri. De ne pas suivre ceux-là qui ont que l'objectif ultime, détruire la province. Les enquêtes sont en cours. C'est aussi un message. Ne fouillez pas là où vous êtes, restez, on viendra vous attraper. Les plans actuels de la déstabilisation de la province de l'Ituri, attribués à la CRP de Thomas Lubanga, alliée au M23, a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines dans le territoire d'Njougou. Les opérations militaires sont en cours pour mettre définitivement hors d'état de nuire cette rébellion. Et dans l'actualité également au site Kivu, l'installation industrielle majeure appartenant au deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a été pillée par des éléments armés en uniforme identifiés comme membres appartenant au mouvement terroriste d'IFC M23. D'autres explications dans ce reportage est signé Sandrine Guitabu. Les machines d'une très grande valeur ont été démontées par ces prétendus libérateurs et embarquées sur les camions pour une destination inconnue. Selon les gardiens assurant la sécurité de cette usine qui ont pris discrètement des images avant de s'enfuir par peur d'être tués par les pilleurs, des machines parmi lesquelles les broyeurs, générateurs et autres équipements de production ont été démontés puis chargés dans un camion et emportés vers une destination inconnue. D'autres matériels de la cimenterie ont été détruits par ces assaillants. Ce pillage qui survient alors que la cimenterie était en phase de pré-production vient anéantir un projet censé relancer l'industrie locale, notamment le secteur de la construction dans la province de Sud-Kivu. Comme si ce sabotage ne suffisait pas, au même moment dans le territoire voisin de Calais, l'usine de transformation de tomates de Kacheke, un autre investissement de Modeste Bahati Lukwebo, a subi le même sort. Cette usine qui était en plein montage avant l'occupation d'une partie de la province de Sud-Kivu par les rebelles de l'AFC M23, comme le montrent ces images prises lors de la visite du sénateur Modeste Bahati Lukwebo dans sa plantation de Kacheke, a été aussi l'objet d'un pillage. Les gardiens commis à la sécurité de cette plantation ont pris fuite pour éviter d'être tués sans avoir eu le temps de prendre les images de cette attaque. Ces deux projets auxquels tenait tant le sénateur Modeste Bahati Lukwebo figurait parmi les rares investissements congolais à capitaux privés visant à relancer l'économie locale et à donner de l'emploi aux fils et filles de la province du Sud-Kivu. Les pertes sont donc très considérables et les conséquences socio-économiques de ces actes criminels inquiètent déjà les organisations de la société civile. Plus de 100 travailleurs vont devoir aller au chômage.
Depuis l'occupation d'une partie de la province du Sud Kivu par le mouvement rebelle AFC M23, les investissements réalisés par Modeste Bahati Lukwebo à Bukavu et à Goma, chef de la province voisine du Nord Kivu, sont la cible des actes de pillage et de vandalisme commis par les agresseurs de la République démocratique du Congo. Des véhicules ou autres biens de valeur appartenant au sénateur Modeste Bahati Lukwebo ont été emportés au Rwanda. Et comme annoncé au sommaire de cette édition, construite dans l'objectif de faciliter la traversée en toute quiétude du boulevard Lumumba par des piétons d'un côté à l'autre, les passerelles de la place Pascal à Massina et également à Bitabe, nous sommes là dans la commune de Njili, sont actuellement à ces jours transformés en des lieux de négoces informels où la sécurité également des usagers sont relégués au second plan. Constat de Liondo, Joséphine. Kinshasa, précisément dans sa partie est, abrite des passerelles construites pour sécuriser les traversées. Aujourd'hui, elles sont détournées de leur usage initial. On y trouve des marchés pirates et d'autres activités inappropriées, des marchandises étalées à même le sol, des sacs de braise, des produits divers. Tout cela entrave la circulation des piétons et l'insalubrité ambiante ne fait qu'aggraver la situation. Moi, je suis désolé. Je suis désolé pour cette anarchie qui s'installe sur le passerelle destiné aux piétons. À la rigueur, je peux tolérer le photographe, mais pas les vendeurs. Face à cette anarchie, les vendeurs et les tradis praticiens avancent des raisons de survie et des contraintes sécuritaires pour justifier leur présence. Nous sommes conscients qu'il est interdit de vendre sur le passerelle, mais cela ne durera qu'un temps record. Ici, c'est un jeu de cache-cache entre les policiers, car c'est un marché clandestin. Faute de mieux, nous continuons à vendre. C'est une question de survie. Mais ils ne sont pas le seul à occuper ces lieux. Les photographes, eux, voient dans ces passerelles un potentiel gain touristique. Nous aidons les touristes à immortaliser leur séjour à Kinshasa grâce à des photos. Une manière pour nous, photographes, de valoriser l'image du pays. À quelques mètres de là, la passerelle reliant Massina à Kimbanseke présente le même tableau. Les occupants, en plus de l'encombrement, dénoncent des tracasseries policières. Officiellement, nous ne payons pas de taxes, car ce n'est pas un marché. Toutefois, les agents de l'ordre reçoivent un pourboire. En plus de cela, nous assurons l'entretien de passerelles, car elles sont laissées à l'abandon. Lorsque la nuit tombe, les décors changent. Ces passerelles deviennent des dortoirs pour les enfants de la rue et autres sans-abri, ceux qui ont fait des foyers d'insécurité pour les noctambules. Les enfants de la rue sont à l'origine de l'insalubrité flagrante. Ils ont transformé le passerelle en installation sanitaire. Ces sans-abri se montrent également très violents. Nous appelons les autorités à renforcer la sécurité dans ces lieux de passage pour piétons. Construite en 2016 pour protéger les piétons, ces passerelles sont aujourd'hui les symboles d'un désordre urbain. Une réalité qui interroge sur la gestion des espaces publics dans la capitale. Et à ces sujets, sur instruction du gouverneur de la ville, Daniel Boumba-Loubaki, son adjoint Edi Yeli a conduit une vaste opération de démolition des marchés et garages illégaux le long du boulevard Lumumba entre des bonhommes et l'aéroport international d'Njili. Ceci dans le but de poursuivre la campagne baptisée Balabala. Isa Wenzete, reportage.
L'opération a concerné les tronçons compris entre l'arrêt de Bonhomme et l'aéroport international d'Ndjidi. Aux abords de la chaussée, du boulevard Lumumba, des milliers de kiosques, des constructions anarchiques et des tels pirates ont été détruits. C'est là avec le concours, la brigade pour la protection de l'environnement et du bien-être social et de la régie d'assainissement de Kinshasa. Le vice-gouverneur de la ville, Edi Yeli, a parcouru à pied la distance aller-retour entre les quartiers 1 et 2 de la commune de Massina. Question de s'assurer du bon déroulement de cette opération. Tout au long de son chemin, le vice-gouverneur de la ville, Edi Yeli, a mis l'accent sur un seul message. Balabala Eza Wenzete. Entendez, la voie publique n'est pas un lieu pour exercer les commerces. Cette opération, a souligné le vice-gouverneur de la ville, va donc s'étendre sur toute l'étendue de la capitale. Ceci dans le but de mettre fin à l'occupation illégale des emprises publiques et au marché et garages pirates. Ces travaux d'assainissement des voies publiques s'inscrivent dans le cadre de la campagne Retour à la norme, précisément l'opération Balabala Eza Wenzete, initiée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, dans le but de redorer l'image de la capitale. Je vous le disais au sommaire de cette édition, depuis quelques mois, la ville de Kinshasa est devenue un véritable chantier. Tenez, les routes secondaires sont actuellement bétonnées à un rythme inédit, notamment dans plusieurs municipalités. La ville de Kinshasa, ce qui suscite également la satisfaction, la joie, la population. Reportage. C'est des routes en béton armées en pleine construction dans la ville de Kinshasa. Des travaux d'Hercule sont exécutés à travers la ville, devenue aujourd'hui un véritable chantier au grand bonheur de la population. On a beaucoup souffert dans ce quartier ici, avec des inondations. On croyait que le gouvernement nous avait oubliés, mais nous sommes très heureux de voir que le gouvernement a pensé en nous. On a commencé à réhabiliter ces ponts ici. Le directeur général de l'OVD, Victor Ntumba Chikela, motivé ces changements de paradigme, l'usage du béton armé sur certains tronçons routiers. Il est vrai que vous constatez ces derniers temps, la plupart des routes sont en train d'être bétonnées. Ce n'est pas un choix au hasard. En fait, là où vous savez qu'à Kinshasa, avec la pluviométrie qu'il y a un grand problème des inondations. Et la chaussée souple qu'on appelle l'asphalte ne supporte pas l'eau. Par contre, le béton supporte l'eau. C'est comme ça, la tendance, c'est que dans des endroits où se pose un grand problème des inondations, où se pose un grand problème d'assainissement, aujourd'hui, nous préférons aller vers les structures en béton. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Même la ville aussi est en train de travailler là-dessus. L'Office de voirie et drainage Kinshasa a pris en charge la construction de ces ouvrages. Le cas du tronçon Lemba Terminus sur l'avenue Bakali vers Kiana. Ici, l'OVD a bétonné la route et assaini les caniveaux. Même décor, l'avenue de Willery au croisement avec Kabinda, un grand béton armé est en plein d'être posé, en plus des travaux d'assainissement des caniveaux. Il est de même pour l'avenue Kassavubu qui refait peau neuve. Un grand collecteur est en pleine érection. Tous ces travaux seront exécutés et terminés avant la rentrée scolaire de septembre 2025 pour la fluidité du trafic dans la ville de Kinshasa. Démolition dans la province d'Ilualaba, plus précisément dans la commune de Manika, des constructions anarchiques pour permettre la construction de la route reliant la municipalité de Manika à celle de Dilala. D'autres précisions dans ce reportage. Les habitants du quartier Ewabura, situé dans la commune de Dilala, et ceux du quartier Kaike dans la commune de Manika, n'auront désormais plus à faire de longs détours pour allier ces deux contrées de la ville de Kolwezi. Grâce à une initiative attendue depuis longtemps, la circulation entre les deux communes va considérablement s'améliorer. Accompagné des conseillers communaux de Manika, du chef des quartiers Kaike et de quelques cadres de base, le bourgmestre de la commune Manika, maître Thierry Mujinga Sambumba, a personnellement lancé ce vendredi 25 juillet 2025 l'opération de démolition des habitations qui obstruaient les passages sur les ponts Fachi. Ces constructions empêchaient le trafic entre Dilala et Manika, isolant les riverains et compliquant les déplacements des parcs et d'autres. Vous savez, de l'autre côté, il y a une route. Mais de ce côté, du côté Manika, il y avait des parcelles qui faisaient obstacle. C'est pourquoi ça fait plus de 3 ans que nous avons entamé les discussions avec les deux familles. Comme vous le savez, on ne devait pas utiliser la force.
Notre constitution prévoit la sacralité de la propriété privée. Donc on ne devait pas les chasser. Malheureusement, à un certain moment, on a connu un blocage, puisque les deux familles, c'était des héritiers. Et comme vous le savez, la loi voudra c'est qu'on organise d'abord la succession. Ils ont organisé la succession. Et puis ils ont fait tout ce qu'il fallait faire comme procédure. Et finalement, nous avons racheté ces deux parcelles. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase de démolition. Ces gestes salvateurs réalisés par la commune de Manika a été chaleureusement accueillis par les habitants des environs qui attendaient ces moments avec impatience. Les riverains ont exprimé leur soulagement et leur gratitude envers l'homme de terrain Thierry Mujinga Sambumba face à cette initiative qui marque un tournant dans la mobilité des engins automobiles et des personnes dans cette partie de la ville. Le président du conseil communal de Manika ainsi que l'ensemble des administrés ont aussi salué l'action du bourgmestre Thierry Mujinga Sambumba, soulignant son engagement dans les développements et la fluidité des circulations dans sa municipalité sur les traces toujours de l'unique femme gouverneure en République démocratique du Congo, Fifi Masuka Saini. L'avenue Mushima, traversant les ponts Fachi, fera désormais jonction avec l'avenue Kisoté pour déboucher sur l'avenue 3Z. Cette nouvelle configuration routière promet de désenclaver plusieurs quartiers et de faciliter les échanges entre les deux communes sœurs. Et puis une délégation du Fonds de promotion de l'industrie a effectué une mission d'évaluation et de suivi des projets de développement en cours d'exécution. Nous sommes là dans la province du Kassai-Oriental, plus précisément à Mbou Jimaï. Alain Bika qui nous dit un peu plus. Conduite par le directeur adjoint aux études François Pouila, team leader des projets du Grand Kassai, la délégation a été reçue par le gouverneur intérimaire Augustin Kayembe. Une rencontre de civilité et de courtoisie qui a fait le point sur la relance des chantiers prioritaires de la province. S'en est suivi une séance de travail avec les entreprises chargées d'exécuter ces projets. Au cours de cette réunion technique, la mission s'est apaisantie sur l'état d'avancement des travaux de construction des hôpitaux, des écoles et de la centrale solaire financée par les FPI. Les constats est que plusieurs infrastructures sont presque terminées, tandis que d'autres projets sont à l'arrêt. Au terme de cette réunion, François Pouila a souligné que les retards observés dans certains chantiers est lié à plusieurs facteurs, dont le problème technique, la lenteur dans les décaissements des fonds et le manque de coordination entre les partenaires. Il a insisté sur l'engagement du FPI en faveur de la transparence, de la performance et de l'impact réel des projets sur les communautés locales. Ensuite, la délégation s'est rendue sur les chantiers du complexe scolaire Kalenda Moudichi où les travaux de construction avancent. Les structures métalliques y sont érigées. Les fenêtres, les portes et les carreaux sont en pleine installation. L'objectif est de délivrer les ouvrages aux usagers lors de la rentrée scolaire 2025-2026. Autre temps fort de cette mission, c'est la visite de la centrale solaire de Chipuka aux côtés des ingénieurs de cette entreprise. Les FPI a procédé à une nouvelle évaluation technique du site après une longue interruption des travaux. Cette visite s'inscrit dans le cadre des instructions de la Première ministre qui a recommandé au FPI de relancer les travaux de la centrale photovoltaïque en toute urgence. Visco RDC vient d'ouvrir une nouvelle boutique sur le boulevard du 30 juin, juste à côté de l'ex-Sabina pour la vente de ses pannes. D'autres précisions dans ce reportage signé Ren Koulonga. Visco RDC, principal importateur et distributeur de tissus wax de qualité avec l'objectif de lutter contre la contrefaçon et appuyer les œuvres philanthropiques. C'est dans ce cadre qu'il a ouvert une boutique Visco 30 juin implantée sur le boulevard qui porte le même nom avec un nouveau concept annoncé ce samedi 26 juillet 2025. La femme en pagne exprime sa féminité, elle exprime son identité parce que chaque pagne est conçue
d'une certaine manière et ça correspond aussi à la personnalité de la personne. Au-delà d'être un simple tissu, c'est un élément de notre culture, c'est un élément de notre habillement. Les motifs qui sont sélectionnés sont des motifs qui sont tirés de notre patrimoine culturel. Et donc le pagne demeure plus que jamais un élément de notre patrimoine commun. La femme congolaise est un modèle de force, de résilience et le modèle économique de Vlisco en est le témoignage. Notre réseau de distribution est composé quasi exclusivement de femmes bâtisseuses, de femmes millionnaires pour leur communauté et pour leur entourage. Vlisco, c'est vrai, c'est un produit qui fait partie de la culture congolaise, qui accompagne notre vie depuis la naissance, à notre mariage, pour les événements heureux et malheureux. Vlisco est très fier aujourd'hui d'accompagner la femme congolaise. Vlisco a pensé à approcher ces produits aux consommateurs. Vous savez, le boulevard, c'est l'artère qui est beaucoup plus fréquentée par toutes les couches sociales, non seulement de Kinshasa, mais de la RDC. On a toujours été heureux de se retrouver dans une boutique Vlisco parce que c'est un intemporel. Nos parents ont porté ces pagnes, nous avons porté et nous continuons à les porter. Et lorsqu'on arrive dans une boutique, on est entré pour admirer l'art. Si ça se met sur le corps, ça va donner une image d'une femme africaine. Nous étions jeunes quand nos parents mettaient les pagnes. On a grandi dans ça et nous nous efforçons à mettre le pagne, mais vraiment Vlisco offre maintenant une plus grande gamme de ce que nous avons connu. Vlisco déjà c'est une marque qui fait confiance aux femmes, mais qui fait confiance aussi au Congo. Vlisco est là, aujourd'hui la boutique, là où elle s'implante avec des investissements qui sont faits, c'est un signal quand même fort que Vlisco est en train de donner aux investisseurs. Vlisco RDC, une marque néerlandaise de tissus de haute qualité, principalement reconnue par ses tissus super wax, communément appelé wax hollandais. Ces tissus imprimés avec des motifs distinctifs sont très populaires à Kinshasa, la capitale, et dans toutes ces provinces où ils sont souvent utilisés pour des occasions spéciales et de vêtements traditionnels. On en vient maintenant à ces plaidoyers pour l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo, fait par les réseaux des journalistes économiques d'investigation dénommés Toile d'araignée. D'autres explications avec Sidi Kidina. La revanche du sol sur le sous-sol, bien plus qu'un concept, une vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui doit être traduit en actes en tant que priorité économique. C'est ce qui justifie d'ailleurs ces plaidoyers du réseau des journalistes économiques d'investigation et des promotions citoyennes, Toile d'araignée, plaidoyer porté devant la presse par son coordonnateur national, Jérôme Sekana, qui du reste est revenu statistique à l'appui sur la nécessité d'investissements massifs dans les secteurs agricoles porteurs de croissance et l'application du SMAG, salaire minimum agricole garanti dans le domaine de l'agriculture et non, comme c'est le cas, avec les SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. Les avantages du SMAG permettent non seulement aux entreprises agricoles de prospérer, mais à celui qui travaille dans ce secteur-là de prospérer aussi. On vous apprend ce qu'il faut faire et vous pouvez devenir aussi, vous aussi, agriculteur. Il y a un renforcement des capacités. Ce qui n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont nés vendeurs sur l'avenue du commerce et ils meurent vendeurs sur l'avenue du commerce. Pour soutenir cette démarche citoyenne, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment l'application du code agricole, l'implémentation d'une nouvelle politique agricole qui prend en charge le paysanat, l'agro-pastoral et l'agro-industrie. Ajouter à cela la promotion d'une fiscalité agricole adaptée qui sera soutenue par la mise en place d'une véritable banque agricole. Nous allons parler politique à présent avec cette tournée de redynamisation des activités du parti présidentiel initiée et entamée par le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, notamment dans la ville de Mbujimayi. Alain Bikaï nous dit un peu plus. La ville de Mbujimayi s'est levée comme un seul homme pour accueillir chaleureusement le secrétaire général faisant office du président intérimaire de l'IDPS en tournée de redynamisation et de sensibilisation sur l'accord de paix de Washington. Dans une ambiance électrique, la population venue en masse a accompagné son leader sur plusieurs kilomètres, les contraignant à effectuer à pied une longue marche jusqu'au lieu du grand rassemblement populaire. Face à une foule compacte, le très dynamique secrétaire général Augustin Kabouya a lancé un appel vibrant à l'unité
à l'amour patriotique et au soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a salué pour son engagement sans relâche en faveur du bien-être du peuple congolais. Revenant sur l'historique combat de l'UDPS, Augustin Kabouya a rappelé que le parti a toujours été un acteur de la paix et de la cohabitation pacifique en République démocratique du Congo. Il a saisi aussi l'occasion pour sensibiliser la population du Kasaï oriental sur l'accord de paix de Washington qu'il qualifie de tournant décisif dans la quête de la paix dans la partie orientale du pays. Selon lui, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est illustré comme le leader le plus habile de l'histoire récente de la République démocratique du Congo grâce à cette victoire diplomatique majeure dans un conflit qui dure depuis plus de 3 décennies et qui a coûté la vie à près de 10 millions de Congolais. Dans un ton ferme, Kabouya a souligné que le Rwanda a, à travers cet accord, reconnu publiquement ses incursions militaires sur le territoire congolais ayant pour but le pillage des ressources naturelles et les massacres des civils. Ironisant sur l'attitude actuelle du président du pays des 1000 collines, il a déclaré l'agitation de l'homme de Kigali en dit long. Le secrétaire général a martelé qu'aucun Congolais ait pris de peine ne doit rester indifférent à cet accord qui garantit l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale et privilège une solution pacifique du conflit entre la RDC et le Rwanda. En les restes de l'actualité, plus de 1500 candidats venus de toutes les provinces du pays ont participé hier au concours d'admission à l'École nationale des finances pour la session 2025-2026. L'ego a été donné par la directrice générale de cet établissement d'enseignement supérieur. Explication dans ces reportages. Ils étaient au total 1646 candidats inscrits à prendre part au déroulement de ces épreuves. Les uns étaient au siège de l'École nationale des finances située sur haut commandement à Gombe, les autres à l'IPC. Pendant ce concours, les participants ont été soumis à des vérifications et contrôles. Par ces gestes, la directrice générale de l'École nationale des finances, Yvette Barachichwa Chabani Mwangu, réaffirme l'engagement de cette institution à promouvoir une méritocratie fondée sur la transparence, l'excellence académique et la formation des cadres compétents pour l'administration financière du pays. Alors cette rigueur, pourquoi? Parce que parmi les antivaleurs, il y avait la tricherie, les facilités. Pour une école, une bonne école, tout part par le concours. La qualité du concours détermine déjà la qualité des apprenants. L'environnement devient plus exigeant. Donc on devrait avoir des gens d'une très grande qualité pour faire face à cet environnement aussi hostile que vous le connaissez. Un participant a d'ailleurs déclaré se sentir honoré de faire partie de cet événement. Nous avons passé les concours dans le climat apaisé et sereine. Chaque filière avait son examen. L'initiative de la directrice générale de l'École nationale des finances, Yvette Barachichwa Chabani Mwangu, mérite d'être saluée et encouragée car elle s'inscrit dans une logique de renforcement des capacités humaines au sein des institutions publiques indispensables à toute réforme durable du système financier national. Nous allons parler religion à présent avec la grande famille des églises, la Borne, qui a bouclé sa deuxième convention missionnaire de 3 jours. Nous sommes là en la cathédrale du centenaire protestant. Reportage. De la chambre haute aux extrémités de la terre, par l'Esprit Saint, catalyseur de la mission, c'est le message qu'apporte Famille La Borne en organisant la deuxième convention missionnaire pour 3 jours, soit le mercredi 23, jeudi 24 et samedi 26 juillet 2025 à l'église du Christ au Congo où s'est clôturée cette convention missionnaire. L'évangile Jean 16 au verset 7 et les actes des apôtres chapitre 1 verset 8. L'officiant du jour a insisté sur l'Esprit Saint, socle de l'humanité en Christ, et cette puissance d'en haut, le don de Dieu, aide les enfants de Dieu à bien réfléchir pour se procurer la paix. Tout passe, mais la parole ne passe pas. Jésus reviendra. Où passeras-tu ton éternité? Et tu pries, quand Jésus reviendra, as-tu donné ta vie à Jésus? Je t'en supplie au nom de Jésus. Répands-toi de tes péchés, donne ta vie à Jésus et marche avec le Seigneur. Tu auras une vie de paix, de joie, de bonheur
dans ton cœur. Donc la Bible dit ceci, ne vous enivrez pas de vin de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Tenez rempli du Saint-Esprit, c'est pour apporter la bonne nouvelle et être un témoin vivant, un témoin dynamique du Seigneur partout. La famille Laborne, bien implantée à travers toute la République démocratique du Congo, se trouve aussi dans différents pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique pour annoncer la bonne nouvelle. Et en bref, avant de se quitter, les épreuves, la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025 démarre aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, marquant ainsi une étape cruciale pour les élèves finalistes du secondaire. Déjà, les malles contenant les items sont en train d'être déployés, distribués un peu partout dans la capitale, également à l'intérieur du pays. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. Voilà, qui referme également complètement cette première édition du journal sur notre antenne. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à nos équipes, à la rédaction, à la régie, notamment à Jonathan Moubalama, Alain Sodi, également à Didier Diawa, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous, l'actualité revient tout à l'heure à 13h30. On vous dit merci et à demain.